Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir pour la deuxième fois une femme inspirante qui nous ouvre l'esprit en décodant le temps et l'espace avec une vision hors du commun, basée sur la pensée chinoise et dotée d'une grande sagesse. Marie-Pierre Dylan-Seger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Après oser s'accomplir, je l'attendais impatiemment. Debout, la force de s'incarner. C'est votre troisième ouvrage, publié chez Mama Édition, et on retrouve cette continuité comme un fil rouge avec des outils et des exercices pratiques qui nous éclairent. Donc, Marie-Pierre, vous nous invitez ici à explorer la vie avec une nouvelle perspective, à déployer nos forces intérieures, à exploiter nos talents pour nous incarner et donner du sens à notre vie. Ici, il ne s'agit pas de faire de résistance, mais d'accepter ce que la vie nous fait expérimenter pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Dans le préambule, je comprends que le déclencheur de l'écriture de ce livre est le fait d'avoir traversé une épreuve et non pas des moindres, puisque même avant qu'on la nomme, vous avez dû survivre face à la Covid-19. Et fort heureusement, vous vous portez bien aujourd'hui. Pourriez-vous nous partager comment vous l'avez vécu et réussi à tenir debout, à garder le cap face à cette épreuve? Merci pour cette question, dites donc. Alors, avant de pouvoir me remettre debout, j'ai quand même été simplement largement couchée, abattue. À un moment, c'était en janvier 2020, où on ne pouvait pas mettre de nom sur ce diagnostic de grippe, de pleurésie, quelque chose qui m'arrivait. Donc, comment je l'ai vécu? Je pense que j'ai failli perdre la vie, mais je me suis confiée, je vais être émue, je me suis confiée au dernier fil de vie qui restait en moi à un moment donné où je me voyais partir. J'ai tout fait, et donc, je crois que le mot-clé peut-être, c'est que j'ai fait confiance à ce qui me restait de vie en me confiant à des forces plus grandes que moi. Mais ça ne veut pas dire que je me suis mise à prier, c'est juste que j'ai accepté la situation dans laquelle j'étais en envisageant, mais j'étais dans la fièvre, donc je n'étais pas claire, mais en envisageant, c'est la première fois de ma vie, même si j'ai eu des opérations précédemment, où je me suis vue partir. Et donc, il y a eu un moment donné où j'ai accepté, en confiance, ce qui pour moi allait ensemble, mais qui peut paraître ne pas aller ensemble. Et c'est là que j'ai entendu, j'en parle un petit peu dans le livre, même très modérément parce que ce n'est pas le sujet du livre, mais où il me semblait que s'imposait à moi un impératif, au cas où je m'en sortirais, qui serait d'écrire, ce qui n'avait aucun sens puisque je venais de finir Oser s'accomplir. Et les forces que j'avais encore m'ont simplement fait dire « Ok, j'accepte ». Et j'ai sombré, mais je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, la fièvre avait baissé. Sans cet épisode que je n'attendais pas, que je ne comprenais pas, ce troisième livre n'aurait pas été écrit. Oui, comme vous dites, c'est un appel face à l'acceptation peut-être finale en fait de ce dernier souffle de vie qui vous a appelé qui m'a permis de rebondir, dans mon histoire à moi, et qui m'a permis de me remettre au service
d'une écriture qui permet de toucher plus de monde que si j'étais revenue, comme je pensais le faire, simplement aux séquences de consultation que j'ai tous les jours. Hein, donc au jour d'aujourd'hui, même si ça a été très long, même si je tousse encore par moments, cet épisode a été essentiel pour me mettre moi-même, non seulement de nouveau debout, mais droite sur mon chemin. C'est ça l'idée. D'où le titre du livre, Debout. Oui, parce que cette capacité de tirer en nous des forces que nous avons, quand bien même nous ne le soupçonnons pas, est réelle. Simplement, cela ne se déploie, à mon sens, c'est mon propos, c'est ce que j'en ai compris, hein, ça ne se déploie pleinement que si nous sommes en alignement avec notre être profond. Et ça, c'est pas une histoire de décision, c'est pas une histoire c'est une histoire d'acceptation de ce que nous sommes dans des moments critiques qui nous donnent des choix. J'ai fait ce que j'ai pu avec le moment. Oui, moi j'ai envie d'ajouter cette notion de lâcher prise, parce que quand on accepte, on lâche prise et on devient finalement soi. On laisse tout ce qui est surplus au niveau de l'âme, peut-être des masques éventuels, pour devenir soi et traverser cette épreuve en alignement, comme vous dites. Moi, j'étais face à un défi qui était celui d'accepter la possibilité de mourir. Oui. J'ai eu l'impression que j'y étais. Et en fait, ça m'a donné de la force de vie finalement. Et oui. Mais sans avoir à combattre, puisque je me laissais, j'avais compris que j'étais à la fin. Ouais, oui, je comprends. J'imagine que la question qui se pose à ce moment-là, peut-être, parce que moi aussi j'ai été confrontée au fait de mourir, hein, voilà, tout simplement, c'est que on se dit, ben voilà, on y est, et puis on laisse tout, on lâche tout en fait. On lâche tout et on se dit et on accepte. Pourquoi se battre en fait? Pourquoi se battre? Alors moi, on se bat. Alors moi, je me souviens d'un échange il y a longtemps avec un maître chinois qui avait posé, au lieu d'envisager ces moments critiques comme étant vraiment la fin de la vie, qui me disait, mais en fait, ce sont des moments de passage de seuil. Hein, et c'est pour ça que je parle de seuil d'incarnation. Moi, je fais beaucoup de randonnées, hein, parce que mon travail prend la tête. Enfin, et donc, j'ai besoin que mon corps soit le plus en forme possible pour ne pas partir en vrille ou pour compenser une fatigue qui peut être une fatigue mentale ou émotionnelle, etc. Et quand on est dans la nature et quand on vraiment quand on est dans des zones d'ailleurs où il n'y a pas de réseau, Internet, etc., on est confronté à ce qu'est vraiment des passages de gué. Quand vous vous trouvez dans un endroit où le chemin est interrompu par une rivière, que c'est la fonte des neiges et qu'il faut passer parce qu'on ne peut plus repartir en arrière, c'est véritablement un passage un peu risqué, mais qui va nous permettre de continuer d'avancer. Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu et ce que beaucoup des personnes que je rencontre ou qui me consultent vivent sont des passages de seuil. Simplement, on n'est pas dans un col de montagne. On est dans un quotidien où nous sont présentées des situations parfois critiques, conjugales, professionnelles, sociales, physiques, qui semblent nous être présentées comme étant la fin de notre vie, la fin de notre carrière, la fin de notre mariage. Mais en fait, c'est un seuil qui contient des éléments de résolution de ce qui, par ailleurs, nous est présenté comme une fin du monde. Or, on ne peut passer ces seuils qu'en étant le plus présent à soi-même, le plus conscient de ce que nous sommes, mais aussi en étant connecté à une part subtile qu'on ne maîtrise pas.
Moi, j'ai eu l'impression d'entendre une voix, mais c'était vraiment une voix, c'était moi, il y a eu quelque chose d'extrêmement subtil qui s'est passé, qui m'a guidée, qui m'a, qui m'a donné la main. Donc, j'invite à revisiter la notion de fin de vie, de fin de ceci, de fin de cela. On a toujours beaucoup plus de force en réserve qu'on ne croit. Oui, et je vous rejoins là-dessus, hein. Et je vous cite, hein, dans le livre, vous dites que s'incarner est un processus qui prend du temps. C'est une épreuve, hein, qui exige de la résilience et demande des efforts qui nous permettent d'aller au-devant de nous-mêmes et de nos qualités profondes. Donc ça résume tout à fait ce que vous venez de dire. Ouais, et du coup, là, ce que je cherchais à poser, hein, c'est une lecture du terme incarnation comme étant le moment où l'âme arrive dans le corps et qui finalement s'arrête à la naissance, hein. La personne qui naît est incarnée, elle a pris chair. Or, on peut aussi lire les choses un petit peu différemment et considérer que chaque vie, sans ouvrir le chapitre, est-ce qu'on en a qu'une, est-ce qu'on en a plusieurs, je crois que ce n'est pas le but ici, mais en tout cas, la vie que nous avons, dans laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui, aussi avec les personnes qui nous écoutent, qui nous voient, est en fait la possibilité d'explorer une multitude de facettes de qui nous sommes. Et donc, quand je suis en randonnée sur un chemin plat, c'est facile, je peux presque me mettre en pilote automatique, en pilotage automatique, j'avance, c'est bien, etc. Mais ce n'est que lorsqu'il y a passage de gué, obstacle, changement de météo, que je vais être forcé ou amené, on ne va pas dire forcé, mais amené à tirer de ma boîte à outils, de mes talents, du physique que j'ai, que je vais être amené à déployer des forces qui m'ont été données à la naissance. Et au début de ma pratique, j'avais cette idée de pouvoir trouver un jour une carte énergétique chez la personne, une personne qui soit indemne de difficultés. Alors, au bout de 25 ans, cette illusion-là, j'ai bien compris que c'était véritablement une construction de l'esprit et une illusion. Quel que soit, moi y compris, hein, la manière dont la personne se présente, nous sommes chacun faits, nous grandissons en grande partie par les équations que la vie nous propose. Des fois, on met du temps à les résoudre. Des fois, on n'en résout qu'une partie. Mais quand je parle de l'incarnation comme étant le lent déploiement dans le temps de facettes de nous-mêmes, pour moi, c'est une lecture qui est optimiste. On pourrait dire, ah mais Marie-Pierre est en train de nous dire que sans obstacle, on ne va pas y arriver. J'aimerais vous dire autre chose, mais sans caillou dans la chaussure qu'il va falloir enlever, on n'apprend pas à baisser le dos. Et après, on se relève. Puis moi, j'ai envie de dire, ça serait bien moins pimenté si nous n'avions qu'une seule épreuve dans la vie. Et je me dis que peut-être au-delà de nous enseigner une leçon, hein, l'univers nous apprend aussi à dédramatiser, à prendre la vie avec humour selon les grands sages, hein, car finalement, hein, nous sommes toujours le maître de notre vie. Hein, c'est le grand message de votre livre. Et est-ce notre chemin de le conscientiser pleinement? Pour cela, vous partagez 9 défis d'incarnation afin de se préserver. Je cite l'âme, le cœur, les mots, les ténèbres, le silence, la mémoire, l'intuition, l'instinct, le sens. Et j'invite ici tous les abonnés à découvrir ces défis. Marie-Pierre, pourquoi faut-il se préserver et selon vous, quel est le défi le plus difficile pour nous en tant qu'être humain?
Alors, déjà, je rebondis, hein. Le mot qui revient dans chacun des 9 défis, c'est toujours préserver. Préserver le sens, préserver le cœur, préserver l'instinct, etc. Donc là, se préserver est ce que nous avons désappris à faire en tant que bons occidentaux, Oui. parce que nous vivons dans un monde où il devient maintenant facile de... par rapport à il y a quelques siècles, c'est facile de voyager, alors pas en période Covid, mais c'est facile de voyager, c'est facile d'avoir de l'eau au robinet, c'est facile de se chauffer, etc. Donc, nous sommes passés d'une période de l'humanité où chaque avancée, chaque journée était un combat répété ou des efforts répétés pour chercher de l'eau, pour etc., etc., à une période où non seulement beaucoup de choses sont devenues simples, beaucoup de choses matérielles sont devenues simples, et où nous avons appris à être, je fais presque une métaphore, mais c'est la réalité, où nous avons appris à être protégés de tous les côtés. Il y a des assurances incendie, il y a des assurances maladie, il y a des assurances chômage, il y a des assurances, etc. Donc, nous avons, depuis la fin du siècle dernier, nous avons été habitués à ne plus à avoir l'obstacle comme une anomalie. Tiens, on nous écoute là, il y a votre chat qui arrive. Hein. Nous avons développé une moindre tolérance au fait que par moment les choses soient difficiles. Et or, donc du coup, moi ce que je dis, c'est que nous sommes équipés, grâce au corps que nous avons, de capacité à voir. Autrefois, quand il fallait traverser des forêts dangereuses, il fallait pouvoir repérer s'il y avait un loup qui était passé pas loin, par exemple. Alors vous allez me dire, mais je n'idéalise pas, au contraire, hein, ce qu'il y avait avant. Mais nous sommes arrivés dans un état où nos sens sont utilisés à minima. Et à l'heure actuelle, quand vous regardez dans la rue, vous voyez les personnes, elles marchent en regardant leur téléphone. Parfois même avec des écouteurs, mais on sait à peu près où passer dans la rue, etc. Donc nous nous sommes adaptés à un monde moderne qui a facilité beaucoup de choses, mais le corollaire, c'est de ne plus avoir autant de capacité à repérer, à voir notre environnement. Or, notre environnement nous envoie tout le temps des signes qui nous disent « Attention, ça, c'est un prédateur ». Attendez voir, je ne parle pas d'un prédateur dans la forêt, je parle d'un prédateur dans un environnement professionnel, par exemple. Mais on n'est pas habitué à le voir. Et puis, on nous a aussi appris à être fort tout le temps, quoi qu'il arrive. Mais ça vient d'où ça Personne n'est fort partout, tout le temps. Nous sommes... Bon, ok. Donc le défi, votre question, le défi qui, à mon sens, est le plus dur, non, dur, c'est pas dur. On va simplement dire, le défi qui est à relever, c'est de nous reconnecter à notre capacité de lire l'environnement dans lequel nous sommes. Hein comprendre le monde subtil alors, comprendre les signes au-delà du visible. Mais tant que nous ne voyons pas, je prends un exemple, hein, dans la partie de mon activité qui a à voir avec l'énergie des lieux, parfois on me demande de pouvoir nommer les énergies subtiles qui rôdent encore ou qui sont encore dans un lieu. Mais tant que nous ne voyons pas la manière dont nous traitons ce lieu, parce qu'il y a toutes les chaussures qui traînent devant l'entrée, parce qu'il y a des piles de vieux dossiers qu'on ne lira plus jamais dans les étages, etc. Tant que nous ne voyons pas ce qui est visible, la manière dont nous traitons un lieu, tant que nous ne repérons pas la manière dont on nous traite, comment accéder
à une lecture du subtil. Oui. Et, et d'autant plus que le subtil, l'esprit des lieux ou vos ancêtres qui sont décédés depuis longtemps ne peuvent pas parler en mots, en message internet, en texto. Ça va parler en synchronicité, en occurrence surprenante. Je pense toujours à deux exemples, hein, d'un oiseau qui vient se mettre à chanter sur une branche devant la fenêtre alors que vous hésitez d'acheter ou pas, ou par ailleurs, dans l'autre version, ce serait de trébucher 2 fois de suite en rentrant dans la dite maison. Hein? Oui, L'univers. je comprends la nécessité de développer cette faculté de pouvoir voir ces signes, en fait, finalement. Est-ce qu'on est suffisamment conscient en nous pour les détecter? Et le pari que je pose, le défi que je me suis posé, c'est de communiquer par mes ouvrages, par mes conférences, de communiquer une palette d'outils facilement utilisables, d'exercices, de rituels, de choses extrêmement simples qui ne coûtent rien, en fait, qui coûtent votre temps. Hein. Puis un petit peu de répétition, vous permettant de gagner en cohérence personnelle, en alignement avec soi-même, en présence au lieu qui nous entoure. Et ça, c'est le tapis de seuil permettant de rentrer, non pas dans un autre univers, mais d'accéder à une lecture sage, raisonnable et utile des signes que l'univers nous envoie tout le temps. Oui, puis là, simplement, j'ai envie d'illustrer concrètement parce que moi, je l'ai fait et j'ai testé l'exercice, je ne sais plus, je crois que c'est le 10, en disant non pendant toute une semaine. Pas facile. Et c'est pas facile du tout. Et ça nous apprend beaucoup sur nous, déjà, pour pouvoir poser les limites aux autres dans les situations. Et puis aussi de se faire respecter, quelque part, de ne pas s'oublier. Et j'ai trouvé très utile, en fait, très concret cet exercice. Ah ben ça, et vous avez le courage de le faire, quoi. Hein, et il faut tenir pendant une semaine. Et vous venez de dire ne pas s'oublier. L'un des défis courants, c'est justement de trouver le point d'équilibre entre la préservation de nos forces, et je vais revenir là-dessus dans une minute, et la mise à disposition de nos forces pour l'autre ou pour l'extérieur. Hein. Et dans la pensée classique chinoise, hein, sur laquelle est quand même basée l'énergétique chinoise qui a donné naissance à, enfin, il y a la médecine chinoise, les arts martiaux, etc. Il y a cette idée très simple qui est vraiment la base fondamentale, c'est que nous naissons avec un capital de vie, un capital de force. C'est un petit peu la même chose, même si l'exemple, l'analogie est outrée. C'est comme si nous naissons à la naissance avec un capital mis en banque. Okay. Bon. Capital qui n'est pas le même pour chacun d'entre nous, mais il est costaud. Nous avons ensuite la responsabilité de valoriser ce capital, c'est-à-dire de ne pas le dilapider. Hein. Alors, le fait de vivre, de grandir, de vieillir, consume une partie de ses forces, c'est normal, c'est normal, mais c'est de la posture et de l'attention que nous apportons au respect de ces forces que va pouvoir se déployer la valorisation du capital. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui est très puissante et qui, moi, m'a conduit depuis toutes ces années, c'est le fait que nous pouvons valoriser, je viens de le dire, hein, optimiser le capital qui nous a été donné. Comment? C'est simple. Après, il faut le mettre en pratique tous les jours, tout le temps.
c'est en repérant et en minimisant les situations qui nous mangent des forces. Et puis, des fois, ça prend longtemps de faire en sorte d'éliminer de plus en plus ces situations, comme grâce à l'exercice de dire non pendant une semaine. Hein. Et de l'autre côté, c'est de nous positionner chaque fois que c'est possible, et des fois, c'est possible que 5 minutes par jour, dans des situations, dans des lieux, et avec des personnes qui nous permettent de gagner, d'optimiser notre capital santé. Et en fait, si au fur et à mesure de nos journées, nous nous demandons, il faudrait se faire une mesure de pouls, hein, ou une prise de température, dans quel état suis-je ce soir par rapport à hier, par rapport à ce matin, normalement, nous ne devrions pas être à batterie pleine le matin et à batterie à plat le soir. C'est une aberration de penser que la vie est une longue suite de difficultés. Non, la vie nous met face à des équations à résoudre. On va rencontrer un certain nombre de personnes qui vont être des épines dans nos pieds, qui vont nous donner 2-3 croche-pieds, mais on va aussi rencontrer une palette de personnes que nous sommes venus rencontrer, qui vont être des compagnons ou des compagnes de route, que ce soit encore professionnels, privés ou pas, sur le chemin. Donc moi, je chéris les rencontres de qualité, et puis une fois que j'ai compris celles qui m'ont fait trébucher, ben après, je n'ai... I can only blame myself if I go back. C'est-à-dire, je suis claire sur le fait que d'y retourner volontairement est une aberration. Oui. Donc, j'ai aussi appris à dire non, quoi, mais ça n'a pas été simple. C'est toute une vie, je crois. C'est un apprentissage de toute une vie. Et on sait que quand on avance en fait dans la lecture de votre livre, vous détaillez en effet les 5 épreuves dans lesquelles nous pouvons rencontrer 8 parades. Et est-ce que je l'interprète bien? Est-ce que ce sont comme des scénarios ou des stratégies que nous pouvons devant lesquelles nous pouvons nous positionner justement, car finalement il s'agit au fil de nos expérimentations de trouver cette posture qui nous permettra de garder l'équilibre même devant un tsunami ou effectivement les personnes qui peuvent nous mettre des cailloux sur le chemin, hein, j'ai envie de dire. Alors, il y a plusieurs manières de répondre. La première, c'est que par nature, nous avons, par expérience, développé nos propres stratégies défensives. Bon. Mais à aucun moment, sauf à avoir fait des arts martiaux, sauf à être né dans un monastère au XVe siècle dans la Chine ancienne ou être encore samouraï aujourd'hui, etc., à aucun moment dans notre culture occidentale, on nous apprend toute la palette des stratégies de survie, finalement. Hein. Et donc, il y en a une qui choque parfois, qui est celle de la fuite. Laquelle, quand on connaît l'art de la guerre, hein, de Sun Tzu, la fuite, c'est pas moins bien que l'attaque. Ça dépend. Souvent, je vois la douleur de personnes qui tiennent tête, font face, ils vont quand même, assurent quoi qu'il arrive, mais c'est suicidaire. Hein, donc, ce que j'ai voulu faire, c'est poser 8 parades, sachant qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ce qui est bien, c'est d'avoir le choix et selon la situation, soit de prendre ses jambes à son cou, soit effectivement de se transformer en canard et de laisser pleuvoir sans répondre. L'une des parades, par exemple, c'est de laisser couler. Laisser couler. Alors, quand on me dit quelque chose de méchant,
je suis quand même tout à fait humaine, hein, j'ai forcément envie de répondre. Ou quand on me dit quelque chose d'injuste, j'ai envie de rectifier, de dire ce qui est juste. Mais dans un certain nombre de cas, cela ne vaut pas l'effort, puisqu'en fait, la réponse vous emmène dans un engrenage qui va, à terme, va vous prendre plus de force que de laisser couler, comme le caractère sur la couverture, hein. On oublie la tête, il n'y a pas de tête. On avance, on a sa direction indiquée, on avance, ou on laisse couler, on attend que l'orage passe, ce qui, pour nous, est souvent vu comme de la passivité et de la faiblesse. Mais non, c'est de rentrer en soi le temps de l'éclaircie qui vous permet d'avancer pour laisser la dite personne derrière, qui a ses raisons d'être comme elle est, hein, ou de poser la rectification, mais qui peut arriver bien plus tard. Hein. Donc, l'idée, c'est une palette de 8 réponses possibles. Il y en a 4 qui sont yang, qui nécessitent un mouvement, et il y en a 4 qui sont yin. Par exemple, il y en a une qui est l'ancrage. Pour toute personne qui a déjà fait la queue devant un guichet, et puis à qui on dit mais non, il vous manque encore tel papier, etc. Dans certains cas, il n'y a pas à fuir, il y a à rester figé là en ne bougeant pas, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, qui des fois arrive. Je taquine là, hein, parce que je sais aussi ce que c'est de l'autre côté du guichet, et puis on a vraiment besoin du papier, etc. Mais de rester vissé sur place fait de vous un problème pour l'autre. Si vous ne dégagez pas et que vous avez la force de ne pas bouger, c'est l'autre qui va devoir devenir yin. Ah bon, ça fait partie des stratégies. Hein. Et sur les 5 épreuves, j'ai identifié 5 grandes catégories de difficultés dans lesquelles nous tombons. Il y a l'épreuve de la forêt, je parle juste d'une, qui correspond au fait où on se retrouve complètement perdu. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Et donc, ce qui peut arriver dans un lieu physique, dans une forêt, nous arrive aussi dans le quotidien. Est-ce que j'appelle un tel? Est-ce que j'appelle ceci? Est-ce que j'avance? C'est une épreuve. Donc, pour ce type de situation, il y a des parades ajustées, hein, etc. Non, moi j'aime beaucoup la vision qui n'est pas occidentale, hein, et nous permet de détecter, d'identifier ces épreuves, de se mettre en positionnement, d'adopter la bonne posture pour être le moins impacté finalement, parce que c'est ça le but de la pensée chinoise, c'est de ne pas aller à contre-courant. C'est de continuer d'avancer, c'est de ne pas perdre la vie. La vie est mouvement. Hein. La métaphore par excellence de la mort, c'est vraiment le grand yin, quand plus rien ne bouge. Et la vie est du côté du yang. Donc nous, par moments, nous avons cette illusion de ce que l'état de bonheur, finalement, serait une situation où les choses sont à leur place, on a trouvé notre point d'équilibre et ça ne bougera plus. Mais en fait, l'absence de mouvement est mortifère. Hein. Donc, donc, ce que je veux aussi dire, c'est que souvent, quand on est dans une épreuve, quand on est perdu, ou qu'on a l'impression d'être enseveli, ou qu'on a l'impression qu'on ne voit pas clair, il y a ce niche, ce greffe. L'idée, c'est même pas l'idée, c'est la réalité. On se trouve isolé dans sa difficulté. On se trouve seul dans sa difficulté. Et on l'est, d'une certaine manière, parce que d'abord, qui peut vraiment comprendre la situation dans laquelle vous êtes? Mais ce que j'ai aussi voulu faire, c'est de donner de l'espoir. Ça paraîtrait presque trop simple, mais c'est de permettre à chacun de se rendre compte que
qu'il y a une typologie des épreuves et que il y en a que 5 en fait. Il y en a 5 grandes. Et que nous traversons celle-là nous permet de ne pas perdre de force à résoudre autre chose que cette épreuve-là. Hein. Je pense que j'ai cherché à nous donner des points d'appui pour repérer la situation dans laquelle nous sommes, parce que ce que je vise toujours, ça je suis indécrottable là-dessus, c'est l'autonomie. Oui. Je pense que plus nous pouvons nous avancer dans une capacité de repérer les signes, mais aussi de repérer les obstacles, en partant de nous-mêmes, moins nous allons rencontrer d'obstacles dans la suite. Hein, on est à l'heure actuelle dans une situation… C'est une cohérence envers soi-même. C'est une cohérence envers soi-même, c'est une cohérence aussi envers moi-même, parce que bien qu'étant accompagnante dans mes consultations, je ne veux pas créer de dépendance. Je cherche à identifier des outils qui permettent aux personnes de piocher dans leur propre boîte à outils et d'être autonomes. Hein. Mais sans les exercices, sans les ajustements qui sont proposés dans le bouquin, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mes bouquins ne sont pas forcément à lire. De les lire sans faire au moins un exercice n'a pas d'intérêt. Oui, oui. J'ose le dire. C'est, comme vous dites, une véritable palette, tant dans la théorie que la pratique. Hein. De toute façon, on ne constate que si on le voit et on le réalise concrètement, comme je vous ai dit, de dire non pendant une semaine, j'ai pas tout le monde qui a été satisfait. Hein. Évidemment, mais c'était le but. Ça plaire à tout le monde, ça permet aussi de s'affirmer. Voilà, il y a vraiment un résultat qui est derrière, hein, donc c'est pas quelque chose qui est juste dans l'air du temps. S'il y a la réflexion sans l'action, pour moi, on peut pas s'accomplir. On ne peut pas devenir soi, on peut pas se dépasser et mieux se connaître, savoir son chemin. Son chemin, il ne se dessine pas au bout d'une épreuve ou de 10 épreuves, c'est toute une vie. Oui, et en fait, se dépasser pour moi, c'est sortir d'une lecture de nous-mêmes où on serait en noir et blanc, c'est-à-dire où on n'utiliserait que 2-3 couleurs. Et donc, pour moi, se dépasser, je dirais, c'est occuper pleinement le territoire énergétique, physique, émotionnel, mental qui est le nôtre. Moi, longtemps, je me posais des questions parce que quand je vois des personnes qui ont été plus que d'autres, on pourrait dire, vraiment testées émotionnellement avec des deuils à répétition, avec la perte d'un enfant, la perte de 2 enfants, enfin des choses, des situations bien réelles, hein, mais qui sont innommables. Hein. Et en fait, le sens va être parfois que parce que ces personnes ont été testées aussi profond de leur moelle émotionnelle, ces personnes avaient à développer une capacité de compréhension de la souffrance qui va faire d'eux ou d'elles d'excellents thérapeutes. Oui, oui. Or, logiquement, ça n'a aucun sens. Pour être bon thérapeute, il y a des études que l'on fait qui nous amènent à apprendre les techniques d'accompagnement. Mais moi, je distingue, surtout dans mon 2e livre, Oser s'accomplir, il y a un chapitre sur l'inné et l'acquis. Hein. Je pense que il y a le visible et l'invisible. Il y a des forces que nous portons qui ne peuvent se révéler que par l'épreuve. Et oui, et oui. Je pense à les liens que je garde avec certaines de ces personnes qui sont maintenant elles-mêmes accompagnantes, qui sont capables de mettre des mots justes sur la souffrance qui leur sont apportées en consultation, et elles-mêmes me disent, mais sans cette épreuve, j'aurais pas quitté mon boulot d'avant.
Oui. dans lequel je ne m'accomplissais pas, La, je ne la serais pas souffrance, la dans souffrance une… fait partie de la vie. Elle fait partie de la vie, de notre capital vie, comme vous dites. Et si on ne devient pas résilient, peut-être qu'on était endormi. Peut-être que cette souffrance a pu éveiller effectivement cette capacité dont vous parlez. Moi, je pense que nous avons… d'abord, on est des êtres de chair et la souffrance physique existe aussi. Hein. Donc, cela fait partie de la palette liée à nos sens. Je veux dire, si vous ne… Je sais pas, si nous ne… Je veux dire, encore une fois, dans la nature, hein, si nous marchons dans quelque chose de glacial ou de brûlant, sur une roche brûlante, si nous ne ressentons pas la douleur qui va avec, nous n'apprenons pas à marcher sur les feuilles à côté plutôt que de marcher sur la pierre brûlante. Hein. Donc, il y a une lecture, il y a une lecture des épreuves et de la douleur que je ne valorise pas particulièrement, la douleur, hein, mais qui est à mettre dans la case des indications pour comprendre vraiment nos limites. Et pour moi, quand je comprends mes limites, ça me donne tout de suite des informations sur ce que je peux faire. Je ne vais pas être déprimée par mes limites. Quand je connais mes limites, je sais où je ne dois plus mettre les pieds. Donc le gain de comprendre la limite est majeur. De la même manière qu'un obstacle, quelqu'un qui ne me répondrait jamais, 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 à un moment donné, ça veut donc dire, ok, c'est pas la bonne personne. C'est pas que cette personne est méchante et c'est pas que moi je suis bête. C'est juste qu'il y a à comprendre que là c'est un mur, il faut trouver la porte. Donc la porte, elle est là, elle n'est pas là. Peut-être de ne pas aller dans cette Moi, je confrontation, comme vous dites, de laisser couler. De laisser couler et puis de trouver la faille. Moi, peut-être que j'aurais aimé être détective, sauf que je suis détective sur des… Sur des au lieu de trouver les coupables de crimes réels, j'identifie les situations qui nous mettent en noir et blanc. Je les expose et ensuite, il y a de la couleur, il y a de la lumière qui vient. Vous voyez, ça me fait sourire. Hein. Oui, oui. Peut-être que j'aurais pu trouver un boulot un peu moins compliqué, mais c'est génial pour moi, c'est une passion. C'est votre mission, c'est votre force dans laquelle vous vous incarnez. Peut-être que j'ai fini par, je crois que j'ai fini par, j'ai résisté comme tout le monde, mais j'ai accepté et puis vogue la galère, quoi, à l'évidence. Oui, puis moi je constate aussi cette fluidité naturelle lorsque justement on est soi et que y a beaucoup moins on rencontre beaucoup moins de difficultés quand on pose des limites et que le chemin se fait tranquillement parce qu'on a les bonnes rencontres, parce qu'on sait faire le tri, parce qu'on ferme des portes à ce qui ne nous correspond plus. Donc oui, j'ai envie de dire que la force de s'incarner, c'est justement d'être conscient de ce cheminement, d'être conscient que les signes qu'on nous met sur le chemin nous mènent là où on doit aller en fait. Et c'est encore plus simple que ça. Et vous le dites très bien dans votre conseil pour notre position. C'est plus c'est simple, plus c'est simple. Alors ça, moi j'adore. C'est ma grande formule depuis 20 ans, hein, et ça, de l'avoir en tête. Hein. Plus c'est simple, plus c'est simple. Quand c'est pas simple, c'est pas simple. Quand c'est pas simple, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose à voir. Il doit y avoir un caillou dans la chaussure. Et je pense que le mot d'ordre aussi, c'est de se respecter. Alors, on va dire, même en Occident, il y a l'idée de se respecter, etc. Mais nous n'avons pas cette idée d'un capital de force qui peut s'amenuiser, mais qui peut aussi s'optimiser, comme une somme sur un compte en banque qui va être choyée quelque part, pas parce qu'on veut thésauriser, garder pour soi et ne jamais dépenser, mais parce que notre capital de vie est précieux. Il nous a été donné à la naissance. Dans le début de Debout, hein, je disais,
on arrive sans mode d'emploi. Il y a peut-être eu un mode d'emploi, mais pour ma vie à moi, elle était où la notice? Je cherche encore. Hein. C'est comme un puzzle, et puis il vous manque des morceaux du puzzle. Donc, seul le cheminement, les obstacles, les difficultés, les rencontres et l'ajustement continuel. C'est pour ça que je parlais aussi d'alignement avec soi-même dans le deuxième livre, parce que les 3 livres sont connectés finalement. Hein. Eh bien, me permettent finalement de coparticiper dans l'écriture de mon propre mode d'emploi. Parce que et ça, c'est fabuleux, parce que finalement, on arrive à écrire sa vie. Alors que quand je me suis intéressée au départ à l'astrologie chinoise, on me disait, mais oui, mais non, mais la vie, elle n'est pas écrite à l'avance, ou alors tu vas… Et même certains clients au début me disaient, ah, mais moi, je ne veux pas savoir ce qui va m'arriver. Mais ce n'est pas du tout ça. On ne peut pas savoir ce qui va arriver, puisque, par contre, ce qu'on peut savoir, c'est quel type de force, de talent, de qualité nous avons dans la boîte à outils, dans le coffre, hein, dans le moteur. Donc, je veux dire, à partir du moment où on a une visibilité sur ce type d'outils, moi par exemple, je ne suis pas grande, donc il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas aussi grande que d'autres, ou etc. À partir du moment où nous faisons le tour des cartes, enfin des pages qu'on a quand même dans notre mode d'emploi, vont se dessiner les autres. Et là, en fait, on gagne en liberté, je pense. On gagne oui, en liberté d'être. En tout son sens. C'est parce on ne peut grandir seul, on doit apprendre des autres, puisque les autres nous renvoient un certain miroir pour mieux nous connaître et accéder à cette liberté d'être, comme vous dites. Et oui, et donc là, l'image du miroir, elle est très juste, hein, mais chaque personne de notre entourage nous renvoie une image qui n'est que partiellement juste. Hein? Donc, des fois, il n'y a même pas de miroir. Des fois, c'est leur image qu'ils mettent face à nous. et il y a décalage. Et encore une fois, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de blâme. C'est à nous d'avancer dans la mise en cohérence de l'image qui est le plus en phase avec ce que nous sommes vraiment. Et c'est possible. Et c'est possible dans cette vie-ci. C'est vraiment mon message, quoi. Hein. Et puis, ça prend des fois un petit peu de temps. Mais bon. J'ai l'impression que c'est un parcours, je dirais pas du combattant, mais c'est un parcours essentiel de pouvoir avoir toutes ces données et pouvoir se développer sur le plan personnel, quelque part, et de pouvoir être son propre ami, parce que quelquefois, on se met des cailloux tout seul sur la route, et puis voilà, on se réajuste, et puis on comprend que voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus supporter, qu'on change aussi d'énergie, on change, parce que vous dites bien, et je vous rejoins tout à fait, c'est être en vibration avec soi-même. Parce que lorsqu'on ne s'écoute pas, lorsqu'on s'oublie, lorsqu'on écoute, on se laisse entraîner par d'autres, c'est qu'on n'est pas en vibration avec nous-mêmes. C'est très… Et cet état d'équilibre avec sa vibration n'est jamais complètement acquis. C'est renouvelé, c'est comme si vous faites du sport, vous avez fait du sport jusqu'à 25 ans, et puis après, à 45 ans, vous avez mal au dos et vous dites, ah ben non, c'est pas normal parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais ça n'a d'intérêt, ce sport, que si vous le continuez sur le long terme. Hein. Donc, cette capacité d'être en phase, en vigilance avec soi-même, c'est aussi ça qui va permettre de ne pas avoir à être en mode combattant, guerre, bataille, parce que nous finissons par développer
une capacité à éviter les chemins tordus, ou les personnes qui sont ce qu'elles sont et qui ont elles-mêmes quelque chose à vivre et qui ont peut-être un conflit à vivre et qui nous identifient comme étant la bonne personne pour avoir ce conflit. Hein. Il y a aussi une autre chose que je veux dire, moi, qui m'a beaucoup étonnée pendant longtemps, c'est que quand il y a surenchère de situations conflictuelles, que la personne ne cherche pas, hein, parce qu'elle est plutôt pacifique, parce qu'elle est plutôt bienveillante, parce qu'elle ne dit pas non, parce qu'elle dit oui tout le temps, etc., mais qu'il y a quand même surenchère de conflits. Ce que j'ai souvent vu, c'est qu'en fait, bien qu'on puisse le lire comme de la malchance, ah, je suis gentil, on me cherche des noises, mais c'est pas normal, l'univers m'en veut, etc. Bon, c'est une lecture possible, mais elle mène à rien, cette lecture. Elle mène à de la dépréciation ou à de l'inertie. Hein. On s'assied et on se tasse de plus en plus, je vais disparaître de l'écran. Il y a une autre lecture qui est vérifiée situation après situation dans les consultations, c'est qu'en fait, la personne rentre maintenant dans une phase de vie où elle doit se coltiner la prise en charge de sa capacité de bataille. Capacité de bataille. Hein, parce que la personne, on l'a tous, a aussi un muscle pour se défendre et pour relever le coup. Bon. Et donc, mais lorsque l'on a été éduqué, ou lorsqu'on arrive dans cette vie-ci, en voulant vraiment être pacifiste et gentil, machin, si on parlait de vie d'avant, peut-être parce qu'on a vécu des guerres et il y a des choses terribles qu'on a peut-être même fait dans une autre vie. Donc, on arrive dans celle-ci, là maintenant, on veut vraiment plus de bataille. Okay. Sauf que la bataille va nous trouver, non pas pour devenir maintenant combattant à tout jamais et arrêter d'être pacifiste, mais parce qu'il y a un seuil minimal qu'on ne peut pas tolérer si l'on se respecte. Donc souvent, ce sont des périodes très difficiles à vivre pour la personne, mais au bout de laquelle elle se rend compte qu'elle a tout à fait la capacité, non pas d'attaquer, mais de rendre, ne serait-ce qu'un seul coup, de faire enfin la lettre qui dit non, ça suffit. Hein, de finalement ne plus aller dans tel repas de famille où on se fait agresser. De juste cet effort est en fait absolument utile. Et une fois que la personne le comprend, le fait, ne serait-ce qu'une seule fois, les conflits s'apaisent. Donc, le conflit dans ce cas-là, à répétition, est un appel du pied pour que nous utilisions un muscle que nous avons en sortant d'une illusion de ce que d'être tout gentil tout le temps, partout, est forcément la bonne parade. Non. Des fois oui, des fois non. Et oui, moi je vous rejoins tout à fait là-dessus, mais moi je pourrais continuer des heures avec vous, Marie-Pierre. Je pense que vous avez dans votre pratique les outils dont je parle, vous les avez. Hein. Enfin, je pense que vous oui, je pense que étonnant qu'on se comprenne. Chacun effectivement, a développé, on a développé ces ressources intérieures qui nous rendent plus puissants, et j'aime bien votre mot, de développer ces forces vives en fait. Et on a recours à ces forces vives à chaque fois qu'on se retrouve devant la situation adéquate. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en agressivité, ou on est tout le temps pacifiste et on refuse les conflits. Effectivement, moi je pense toujours que la clé, c'est de se positionner, c'est d'affirmer quelle est notre position face à cette personne ou cette situation dans laquelle on se trouve. Et il y a une question qui peut être utile, et là je suis debout, hein, moi je travaille debout, bref, et donc ce que je vais faire, si je m'avance, hein, quand arrive l'obstacle, métaphoriquement et réellement, on recule. On recule, pas forcément pour partir en courant, mais moi il y a toujours cette question, qu'est-ce que l'univers cherche à me dire ou cherche à m'apprendre?
Et donc, je pars en mode, et ça, c'est très utile parce que ça m'évite de partir en mode, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers, ou qu'est-ce qui déconne, ou chez moi, machin, etc. Ce qui déconne, on s'en fout. Ce qui va, excusez-moi, d'abord, il n'y a peut-être rien qui déconne chez vous, il y a juste une situation qui nous demande de passer un cap. Oui. Donc, de partir en mode de curiosité, mais qu'est-ce que c'est? D'observation de ce qui se passe enfin, se sortir de cette situation, nous, en fait, physiquement même. Oui. Et pour moi, c'est la métaphore dans ma tête, dans mon cœur. Je recule, ce qui est aussi très chinois. Hein, on ne rend, ce n'est que rare que l'on rend immédiatement un coup. Oui. Hein, Oui. parce que le coup ne peut être porté que si on est parfaitement posé, etc. Donc, qu'est-ce que la vie veut nous apprendre? Tellement de choses, tellement de choses. Et c'est vrai que là, moi, j'invite vraiment toute personne à découvrir ce livre parce que c'est vraiment une Bible. Pour moi, je le lis plusieurs fois parce que quand je le lis la première fois, je n'ai pas eu toutes les informations. Et la deuxième fois, je m'amuse à faire ces exercices qui sont concrets et pratiques pour mieux me connaître moi. Parce que finalement, c'est une confrontation entre soi-même et soi. Donc, Ouais. c'est vraiment le cheminement à travers votre livre. Hein, c'est la force de s'incarner, pour moi, je l'ai pris comme ça, c'est trouver sa mission de vie. Finalement, c'est trouver sa mission de vie au bout. Et pour cela, on doit traverser et apprendre des choses, tirer des leçons. Si on ne les tire pas, ces leçons, ça se répète forcément dans un schéma. Et il faut sortir aussi de nos dysfonctionnements, on va dire, voilà, au niveau de comportement, de réaction, d'attitude face à la vie et d'être combatif, mais de l'intérieur. Ne pas sortir effectivement son épée systématiquement lorsqu'on est contrarié dans pas mal de situations lorsqu'on apprend au tout début. Hein. Et après, la Et, sagesse, elle vient justement parce qu'on éteint ce feu intérieur qui nous fait partir en réaction émotionnelle et parfois engrange des situations encore plus compliquées, conflictuelles. et d'ailleurs, il y a l'épreuve du feu, hein, qui est Oui, l'épreuve de l'aveuglement, qui est l'épreuve où on ne voit plus, où on ne peut plus discerner. Hein. Et aussi, c'est important, c'est que ces livres, sur le deuxième et le troisième, ne sont pas à lire de manière linéaire. On peut les ouvrir n'importe où et voir où le livre nous prend. Et il y a aussi un certain nombre de tables, des exercices, des notions clés qui permettent de rentrer dans le livre là où on a besoin, puisque je suis en cohérence avec mon objectif qui est ce sont des boîtes à outils. Donc j'ai aussi cette image. Quand vous avez besoin d'une tenaille, c'est d'une tenaille dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin du tournevis. Donc, vous allez dans la boîte à outils, vous ne prenez pas tous les outils les uns derrière les autres. Vous allez prendre celui dont vous avez besoin. Donc, les livres sont conçus de manière à ce qu'ils peuvent vraiment fonctionner comme ça, avec des pages d'entrée, finalement, qui permettent de court-circuiter une lecture linéaire qui est aussi une lecture causalité. Ce qui m'arrive maintenant, c'est parce que j'ai fait un truc de travers autrefois. Non, non. Ce qui vous arrive maintenant, c'est parce que vous avez la possibilité de passer un seuil. Bon, ben, il y a une petite cascade, il y a une partie rocheuse à traverser. Bon, ben, on va trouver le moyen d'aller là. Hein, donc, enfin, bon. la boîte à outils indispensable pour avancer dans la vie. Voilà, tout simplement. Et pour vivre. Oui, pour Pour vivre. vivre. Parce Oui, que c'est en vivant qu'on va avancer. C'est pas petit en pas avançant par qu'on va petit vivre. pas. Voilà. Ouais. Continuer à garder le cap et à mettre un pied devant l'autre, comme vous dites. En tout cas, merci. Hein. Merci Marie-Pierre. Marie-Pierre, j'ai l'habitude de terminer mes interviews en posant une question à mes invités. Si je vous dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela vous inspire? L'harmonie est un art de vivre.
D'abord, je trouve que c'est une très belle phrase, hein, parce que vous écrivez des poèmes aussi, hein, Ça me... et, et, et ce que je sais pas, je trouve que c'est juste, hein, et que effectivement vivre c'est un art. Donc, y trouver de l'harmonie, faire en sorte de pouvoir attraper des bulles d'harmonie et rend la vie magique, bien sûr. Hein. Vivre, c'est pas une corvée. Vivre, ça s'apprend. Et quand quand on met de la joie de vivre, c'est encore plus agréable et de mettre des couleurs au lieu de rester en noir et blanc, n'est-ce pas? Merci beaucoup Marie-Pierre. Je vous invite à retrouver Marie-Pierre Dillenseger sur son site www.powerspace.com. Vous pouvez également la suivre sur les réseaux sociaux et donc vous trouverez ces liens en dessous de la vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et vous retrouve bientôt sur Harmonie TV. Vous pouvez vous abonner sur mon site sur www.ponarisamvan.fr et je remercie encore une fois avec infinie gratitude Marie-Pierre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Merci. Mmh.